rentrer dans ce monde-là, il y a beaucoup d'exigences. Donc les thérapeutes qui venaient en stage, en formation ces 20-30 dernières années, voulaient des techniques et pensaient qu'avec des techniques qui étaient des pratiques chamaniques, que ces techniques-là les amèneraient petit à petit dans le monde chamanique. Et il y a une petite différence entre utiliser des techniques dont l'origine, la source est chamanique, et puis avoir la fonction de chaman. Donc, il rencontrait des difficultés parce que, en fait, ces pratiques qui paraissent simples demandaient beaucoup d'attention et un changement de vie de la personne. Le chamanisme est basé sur une condition sine qua non, qui est la plus importante. Cette condition, c'est d'avoir de l'énergie, c'est-à-dire pour pénétrer dans les mondes invisibles, dans le Nagual, ou pour avoir les possibilités d'amener la volonté dans ses rêves, ou pour pouvoir faire certaines pratiques en relation avec des entités, la seule condition, en fait, c'est d'avoir de l'énergie. Et en fait, les pratiques ne sont pas aussi compliquées que ça. Par exemple, l'extraction des nœuds émotionnels qui se trouvent dans les organes dans le corps, ce n'est pas des pratiques forcément difficiles, mais qui demandent un changement, quasiment un changement de vie au thérapeute pour avoir de l'énergie. Parce qu'une grande partie de son énergie est consommée par la vie habituelle, la vie de famille, la vie professionnelle, la vie de couple et toutes les difficultés et les aléas qu'on peut rencontrer, tout un chacun qu'on rencontre. Donc, ça consomme énormément d'énergie. Et donc, il faut récupérer de l'énergie. Donc, pour récupérer de l'énergie, les chamans, pendant des millénaires et dans tous les continents, toutes les traditions, parce qu'il y a des chamans en Russie, il y a des chamans en Sibérie, des chamans en Amérique du Sud, il y a des chamans en Amérique du Nord, chez les Indiens, il y a des chamans en Australie, il y a des chamans en Afrique, c'est-à-dire dans tous les continents, dans tous les pays, il y a eu une tradition chamanique qui a été un petit peu pourchassée à partir du XVIIe siècle. On n'aimait pas trop les sorcières ou les gens qui avaient des pouvoirs ou qui faisaient des choses en dehors de l'Église. C'était pas très bien vu. Donc il y a eu évidemment dans beaucoup de pays une chasse aux sorcières. Mais il y a des traditions qui perdurent et ces 40 dernières années, j'ai eu la chance de pouvoir voyager et de rencontrer des chamans qui m'ont transmis leurs capacités, qui m'ont transmis ce que les gens appellent des dons, mais en fait qui demandent un certain travail pour pouvoir être utilisés. Un travail qui est lié à beaucoup d'attention et de purifier l'intention. En fait, une des conditions pour pouvoir rentrer dans le monde du Nagual, dans le monde de l'invisible, c'est de purifier son intention. L'ennui, vous voyez, la difficulté, c'est que pour aller vers ce monde chamanique, les gens vont s'appuyer sur leur désir, leur volonté, c'est-à-dire leur ego. C'est l'ego qui va les pousser en disant c'est extraordinaire le chamanisme, qu'est-ce que font les chamans, etc. Ils dansent avec des plumes, des tambours, c'est joli et tout. Donc, on voudrait bien faire du chamanisme. Donc, rien que ça, c'est une intention qui démarre de l'ego, du troisième chakra. C'est là qu'on voit que dans le chamanisme, il y a une importance des chakras qui est considérable et qui n'est pas forcément décrite. En fait, ça ne se passe pas comme ça, c'est-à-dire que ce n'est pas la personne qui décide d'être chaman, c'est l'intention, ce qu'on appelle aussi l'intento, ce qu'on appelle aussi l'esprit, ce qu'on appelle aussi l'abstrait, qui décide de s'unir à la personne quand elle est prête et qu'elle a modifié beaucoup d'éléments de sa vie, qu'elle a sacrifié tout ce qui lui consommait de l'énergie. Donc, petit à petit, on essaye, dans les formations qui ont été mises en place
ces 30 dernières années et ces 10 dernières années à la collégiale, des formations de base qu'on appelle l'énergétique globale, qui permettent d'augmenter le senti, d'avoir la joie du senti, eh ben, on tient compte de comment récupérer de l'énergie sur le plan physique. C'est-à-dire qu'il y a des techniques qui sont liées au passe magique, qui sont liées au Qigong, des techniques ancestrales, millénaires, que les taoïstes connaissaient très très bien et que les, les chamans d'Amérique du Sud connaissaient très très bien. Donc ces passes magiques, ces Qigong, c'est un travail sur l'énergie. Qigong, c'est ça, travailler l'énergie. Voilà. C'est récupérer dans notre offre énergétique, dans ce que les gens appellent l'aura, dans l'œuf énergétique qui nous entoure, c'est récupérer des énergies qui pourraient stagner et qui ne sont pas utilisables. Donc il y a une perte d'énergie qui sont liées à des désirs, des intentions qu'on a eues depuis la naissance et qui vont se figer, se coller à l'extérieur, dans la partie extérieure de l'œuf énergétique. Donc, par des techniques physiques énergétiques, il suffisait d'aller chercher et de récupérer ces amas d'énergie pour les utiliser pour une transformation personnelle. Donc, dans les formations, on a mis l'accent aussi sur des techniques physiques pour apprendre à sentir les énergies, affiner les énergies. Parce que le chamanisme, en fait, est un monde de perception. Tout est lié à la perception. La plupart des gens ont une perception du monde, ce qu'on appelle le tonal, de ce qui nous entoure, les objets, les gens, les arbres, les rochers, etc., les nuages, tout ce qui nous entoure, ça fait partie du monde du tonal. Tout ce qui est lié à une croyance, si les gens croient en Dieu, ça fait partie du tonal. Si les gens croient en Allah ou en Bouddha, ça fait partie du tonal. Tout ce qui est lié à une croyance, ça fait partie du tonal. Donc il y a des gens qui croient en la politique, d'autres qui croient dans leur travail, d'autres qui croient dans la famille, d'autres qui croient dans les enfants, etc. Tout ça fait partie du tonal. Dès qu'il n'y a plus de croyance, à ce moment-là, ce vide de croyance fait qu'il y a une clarification de l'intention qui attire une intention venant de l'extérieur. Donc c'est les esprits ou l'intention qui choisit le bon moment pour la personne, en envoyant des signes qu'on appelle des accords. Si les gens ont beaucoup d'observation et d'attention, ils vont observer que dans leur vie, il se passe des événements assez spéciaux qu'on appelle des patterns. Et ces événements spéciaux, qu'on appelle des nouures d'intention dans le chamanisme, fait qu'on remarque qu'à certains moments de la vie, plus souvent qu'on ne pense, la vie, les intentions et les esprits veulent créer un lien avec la personne. Ça crée des présages ou des accords. Après, pour récupérer de l'énergie au niveau physique, c'est possible. Au niveau énergétique, émotionnel, c'est très important parce que les émotions consomment à travers le plexus solaire une énorme quantité d'énergie. La peur, la colère, l'anxiété, la jalousie, etc., etc., la tristesse consomment énormément d'énergie. Donc il faut apprendre à clarifier, à détendre, à rendre un peu plus serein, plus paisible le plexus solaire qui est très vite troublé par ce qui arrive dans la journée, par des lettres, par des mails, par des événements, des situations qui peuvent troubler parce que la machine à laver ne marche pas, parce que la voiture ne démarre pas bien, parce qu'un enfant est malade, parce que vous ne voyez pas assez votre conjoint, etc. Ce qui fait que le plexus solaire va accumuler des énergies troubles qui sont lourdes, qui sont basses au niveau de la fréquence et qui vont, ce qu'on appelle, baisser le taux vibratoire de la personne. Pour aller dans le chamanisme, il faut un taux vibratoire très élevé. Donc, il va falloir faire le ménage au niveau du plexus solaire. C'est pour ça que chaque année, un stage de plexus solaire est programmé pour apprendre aux gens à rentrer dans le corps, à rencontrer, accueillir l'émotionnel, ne pas le chasser, ne pas essayer d'avoir un déniement vis-à-vis de l'émotionnel en prenant un comprimé ou en essayant d'écouter de la musique ou de faire quelque chose qui serait une compensation
à ce qui est mémorisé dans le corps. Donc, aller rencontrer cette émotion et trouver des moyens qui existent depuis longtemps dans toutes les traditions pour nettoyer, encore une fois, on peut dire clarifier, nettoyer, purger le plexus solaire de tout ce que la personne, depuis sa naissance, a pu vivre. À partir de la naissance, pendant très peu de temps, l'enfant qui arrive est dans le nagual. Il n'a pas encore de croyance, il n'a pas encore un mental actif, il est entre deux mondes pendant un certain moment. Ce qui est intéressant parce que ça permet de voir sa destinée et pourquoi il est là, pourquoi il est venu et qu'est-ce qu'il amène avec lui. Donc c'est des moments, ces jours-là sont très très particuliers juste après la naissance. Après avoir travaillé le physique et travaillé l'émotionnel, après il y a le plan mental qui est très long à travailler parce que pour récupérer de l'énergie, il faut qu'il y ait un arrêt du dialogue intérieur, c'est-à-dire qu'il y ait un silence intérieur. Donc, que la personne arrive à sentir son corps, être présente à son corps et ne pas se faire arnaquer par son mental. Lui, le mental n'a pas du tout intérêt à ce que vous quittiez le monde du tonal et pour aller dans un autre monde qu'il ne contrôle pas. Et comme ce monde-là du Nagual est dangereux, puisqu'il est peuplé d'entités et d'énergies qu'on n'a pas l'habitude de gérer, qu'on ne connaît pas, en fait, le tonal va nous empêcher, va créer un filtre, mais une protection en même temps, pour pas qu'on passe dans le Nagual, ce qui pourrait pour beaucoup de gens entraîner des hallucinations, des visions, de la folie et un état complètement déséquilibré où ils n'ont plus aucun contrôle, aucune référence dans leur monde. Donc en fait, le tonal, quelque part, nous protège, mais nous empêche d'aller dans un autre monde qui est celui de l'invisible. Donc, il y a tout un travail à faire sur la pensée, mais on peut se rendre compte que ce travail avance petit à petit parce qu'on a des techniques qui ne sont efficaces que quand le mental s'éteint, s'arrête. Ce qu'on appelle en chamanisme arrêter le monde. Dès qu'on peut arrêter le monde, stopper le mental, stopper le bavardage intérieur, à ce moment-là, il est possible de faire un pont et d'utiliser certaines techniques que nous appelons le 3D, le remote healing ou le 3D, c'est-à-dire des techniques à distance qui réclament un mental qui soit arrêté, stoppé. Donc, les formations qui ont été mises au point ces dernières années, prennent en compte cette évolution-là en donnant toutes les techniques et les bases pour ça. Vous aurez la possibilité dans la conférence, à la fin ou dans la conférence, de créer le chat, d'avoir un chat et on prendra un petit temps vers la fin, vers 20h et quelques, pour répondre à 2-3 questions. Évidemment, on n'aura pas suffisamment de temps pour répondre à toutes les questions, mais vous avez la possibilité d'envoyer une question par rapport à cette conférence et à ces principes du chamanisme. Les chakras sont très importants parce qu'en fait, ils vont rythmer en même temps l'évolution du thérapeute, c'est-à-dire s'il travaille sur son ego, il fonctionne avec le troisième chakra. Des milliards de gens fonctionnent comme ça et c'est très bien. Ça leur permet d'avoir la vie qu'ils voudraient, de mettre toutes leurs forces et leur volonté pour obtenir telle vie et avoir une vie professionnelle, une vie familiale, une vie sociale qui leur convient. Donc c'est très bien. Il ne faut rien faire pour changer ce truc-là chez les gens. C'est une façon de fonctionner et dans chaque incarnation, il y a beaucoup de gens qui sont obligés de construire un ego, avoir un ego fort pour se réaliser. Donc c'est une bonne chose. Et ça fait que la personne sera limitée au troisième chakra et enverra toutes ses frustrations émotionnelles dans son plexus solaire juste au-dessus, qui est en dessous du diaphragme. Après, pour ceux qui voudraient faire un saut quantique au niveau du taux vibratoire et passer dans le quatrième chakra, dans le chakra cardiaque, dans le cœur, ça demandera un changement de vie complet à tous les niveaux.
C'est plus la personne qui va décider ce qu'elle veut faire. Elle a de moins en moins de choix et de moins en moins de libre arbitre. Donc on voit que les chakras, en fait, vont scander toutes les étapes de l'évolution spirituelle, chamanique de la personne. C'est-à-dire spirituelle dans le sens où on crée un lien avec les esprits en spirituel. Donc les chakras vont scander ça. En même temps, quand j'ai pu observer grâce au voyage dès 1976, où j'ai pu travailler en 76-77 avec un lama tibétain, Namgyam Rinpoché, ou bien ensuite avec une chamane guérisseuse des Philippines, Joséphine Sison, et puis ensuite avec d'autres chamanes rencontrés aussi en Inde, j'ai pu observer que selon les pays et le type de chamanisme, il y avait des chamans qui fonctionnaient avec les chakras du bas, les premiers chakras. Voyez. Donc, il y avait l'utilisation, par exemple, de matérialisation et de sang, par exemple, dans certains types de chamanisme, ou bien dans le chamanisme mongol, on voit l'utilisation du tambour et des invocations, mais qui peuvent aussi faire venir les morts et interroger les morts ou les personnes d'une famille pour avoir des réponses sur une maladie ou une pathologie. Donc cela, les gens fonctionnent, ces chamans, avec les chakras du bas. Ils peuvent être très puissants, mais avec les chakras du bas. Okay. Après, il y a d'autres personnes qui travaillent avec une autre énergie, comme le 4e chakra, comme Joséphine fonctionnait avec le 4e chakra, c'est-à-dire qui était lié à l'amour, c'est-à-dire ils sont vides d'eux-mêmes et ils laissent les énergies passer à travers eux. Voyez. Donc, c'était inscrit dans la chapelle God does the work, I am only his instrument. Je ne suis que son instrument, c'est Dieu qui fait le travail. Donc là, le 4e chakra est lié à du féminin, à de la réceptivité. Il n'y a plus du tout une volonté de faire quelque chose ou d'appliquer une technique, pas du tout. La personne, elle est dans les mains des entités ou du divin, ou des esprits, ou de l'Esprit Saint, si vous voulez, ce qui est exactement la même chose. Donc c'est un autre type de chamanisme. Après, il existe aussi un autre type de chamanisme qui utilise les chakras du haut, le 5e chakra, et le 6e chakra. Donc c'est un chamanisme qui est beaucoup lié à la divination, par exemple, à la télépathie, qui utilise beaucoup plus ce chakra-là, et qui donne des possibilités de prémonition, de précognition et de vision sur le passé et le futur des gens. Pour ça, il est important dans le 6e chakra qu'il n'y ait plus la dualité, qu'il n'y ait plus ce yin-yang, cette dualité, qu'il y a encore dans les chakras du dessous jusqu'au 4e. Il y a cette dualité qui est l'apanage du mental. Le mental est toujours passé, il est toujours lié au passé, au futur, au passé, au futur, etc. Il ne veut pas que la personne reste dans l'instant présent, vive dans l'instant présent. Donc il crée des images, il crée des pensées venant du passé, de ce qui s'est passé hier ou dans l'enfance ou avant, ou à une autre époque. Et il projette aussi des craintes, souvent des anxiétés vis-à-vis de l'avenir et de ce qui pourrait arriver si leur travail change, si la planète se réchauffe, s'ils tombent malades, s'ils deviennent vieux, etc. Donc le mental va jouer avec ça. Donc il est indispensable, vu le temps que ça prend de travailler sur le mental, il est indispensable de l'utiliser quand on en a besoin, pour faire sa comptabilité ou retrouver ses clés ou sa voiture, ou pas se tromper sa maison. Donc on en a besoin, mais il faut savoir avoir de longs moments qui sont liés dans le chamanisme à la contemplation. Parce que la contemplation va permettre un lien par le 4e chakra, un lien qui est sensuel, sensoriel, sensible, à partir du 4e chakra. Donc, déjà, ça demande à la personne de changer de vie et d'avoir des longs moments où elle peut être face à un arbre,
face à un rocher, face à des fleurs, face à un paysage, etc., etc. Pour être dans la contemplation et de ressentir à l'intérieur du cœur le sentiment qui émane et qui touche le cœur, qui émane du rocher, qui émane de l'arbre, qui émane de la fleur, qui émane de l'animal, etc., etc. Ça paraît impossible ou ça paraît simple, c'est pas sans danger, parce que si le cœur n'a pas été préparé par différentes techniques et surtout par des déconditionnements et des désidentifications, si le cœur n'a pas été préparé, ça crée un choc important dans le cœur qui crée un malaise, c'est-à-dire tout d'un coup, si une plante médecine ou une fleur vous regarde et vous envoie son émotionnel dans le 4e chakra, ça peut être très 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 déstabilisant parce que comme ça n'arrive jamais pour un être humain, comme c'est toujours lui qui émet vers l'extérieur en pensant qu'il aime ce qui est autour de lui et qu'il émet ça, quand il est réceptif à ces énergies et qu'il se rend compte qu'il peut être aimé par une plante ou par un lieu, ça crée un gros choc au niveau cardiaque qui peut donner aussi des, des vertiges, qui peut donner une instabilité, qui peut faire que la personne se sente très mal, etc., etc. Parce que quand on étudie les chakras, c'est pour ça qu'on a aussi des stages comme Planète Chakra, quand on étudie les chakras, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs pétales qui sont des champs de conscience dans le chakra, et que si chaque champ de conscience n'a pas été vécu totalement, le chakra ne peut pas émettre, c'est-à-dire sa rotation et sa lumière ne sont pas encore suffisantes, son amplitude non plus. Donc, il y a tous ces champs de conscience à visiter. Et à partir du 4e chakra, il y a 12 champs de conscience à visiter. Pour le 5e chakra, 16, etc. Donc, ça fait que c'est assez difficile de pouvoir faire ce travail. Mais c'est indispensable. Donc, les chakras ont un rôle dans le chamanisme qui est important, soit dans les traditions chamaniques, ceux qui l'ont utilisé, soit à travers chaque personne, si elle veut pouvoir accepter de passer dans ce monde de l'invisible qui peut faire peur parce qu'on ne connaît pas et on n'a aucun contrôle et domination. On ne peut plus utiliser le l'ego et le 3e chakra comme contrôle habituel sur les gens ou les objets ou notre vie. Donc, comme on ne peut pas utiliser ça, on est relativement dans la vulnérabilité. Et ça, l'être humain n'aime pas trop et n'a pas trop l'habitude de ça. Donc, le lien avec les entités, c'est l'apanage du chamanisme, et c'est ce qui permet ce qu'on appelle, nous, la reliance. La reliance est inversement proportionnelle à l'ego. Moins il y a d'ego, plus la reliance est possible. Donc, pour diminuer l'ego, évidemment, chaque personne le fait à son rythme, à sa mesure, mais il faut enlever de l'importance personnelle. Si la personne se sent importante, en tant que personne dans la société, ou en tant qu'homme, ou en tant que femme, ou en tant que religion, tant que la personne se donne de l'importance, elle ne peut pas accéder à cette reliance. Il est dit, si vous voulez, dans les textes, le divin ne se déverse que dans des vases vides. La personne doit être vide d'elle-même, de plus en plus. Ce qui est assez difficile dans un monde d'ego où tous les réseaux sociaux vont prôner l'ego de chacun et chacun peut être jaloux de l'ego de l'autre ou de ce que fait l'autre ou de la chance qu'il a dans sa vie, etc., etc. Donc c'est un changement de comportement intérieur, psychique et intérieur, total, et qui est très difficile. C'est pour ça que le chamanisme n'est pas, si vous voulez, accessible à toutes les personnes. Donc, ça demande une grande transformation personnelle pour pouvoir aller et communiquer avec les entités. C'est-à-dire, dans le monde chamanique, tout est un défi. Et le chaman sait très bien qu'il a peur, mais il fait comme s'il n'avait pas peur, mais tout en sachant qu'il a peur. Ou il sait qu'il ne va pas forcément réussir, mais il tente.
Donc pour apprivoiser cette peur, cette crainte, il a une alliée qui est la mort. Donc dans le chamanisme, la mort est quelque chose de très, 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 très présent. Donc je vous laisse réfléchir un moment sur cette communication avec les entités et comment pouvoir résoudre cet équilibre entre sacrifier de l'ego, alors qu'on a tout mis depuis notre naissance en marche, on a tout mis nos efforts pour avoir un ego, être quelqu'un, avoir une identité, et se désidentifier, perdre cette identité. Je vous laisse 1 ou 2 minutes de réflexion par rapport à ça, ce que vous avez mis en place et comment vous le vivez. Il y a, dans le monde chamanique, pour les chamans, il y a une aide. Et l'importance est mise sur l'impeccabilité et l'intention. Donc on en a déjà parlé. Comment vous pouviez purifier votre intention? Ça semble simple, mais dans les formations, on se rend compte année après année, en voyant beaucoup de stagiaires qui sont bien souvent des médecins, des kinés, des ostéopathes, des psychologues, des psychothérapeutes, etc., etc. Des gens qui font toutes sortes de thérapies. On s'aperçoit que c'est assez difficile, dès qu'on leur demande quelle intention ils ont pour soigner, pour s'occuper des gens, et qu'on leur dit que l'intention de guérir et l'intention de sauver la pire des choses, parce que c'est très personnel, c'est très lié à l'ego, c'est-à-dire si je vois quelqu'un pas bien et si je veux le soigner, c'est que je pense que j'ai le savoir, ça c'est de l'ego, que j'ai des connaissances, c'est de l'ego, que j'ai des moyens que j'ai appris, c'est de l'ego, et qu'il est dans une situation, le pauvre patient, le pauvre malade, il est dans une situation qui est bien inférieure à moi, puisqu'il n'est pas bien, et que moi, j'ai les moyens de le soigner. Donc vous voyez que l'intention déjà de soigner est empreinte d'ego, de beaucoup d'orgueil ou d'ego. Donc avoir de la pitié, c'est aussi une comparaison entre votre état et l'état de quelqu'un que vous voulez aider. Donc ça, c'est encore de l'ego. Donc les intentions sont difficiles à purifier parce qu'il y a toujours une intention qui vous ramène à un bénéfice personnel ou qui vous monter votre importance personnelle. Vous pouvez soigner, vous avez les moyens de guérir, etc. et de soulager. Ça, dans le chamanisme, doit disparaître. Dans le chamanisme, les chamans savent que personne ne peut rien pour personne. Donc, ils attendent des intentions de la vie de leur amener une situation qui n'est pas délibérément choisie par eux, et à ce moment-là, ils la reconnaissent comme étant une intention de la vie, et ils vont répondre de façon des fois un peu bizarre ou abracadabrante, ou un peu uranienne, ou un peu excentrique. Donc c'est sûr que soigner quelqu'un en remuant un hochet ou en dansant avec un tambour, c'est pas commun dans les CHU de France et dans les cabinets d'ostéopathes. En blouse blanche, ça c'est sûr. Donc, vous voyez, ça va bouleverser toutes les croyances au niveau du mental et obliger la personne à faire des techniques, vous voyez, qui peuvent être pour le thérapeute difficiles ou choquantes, comme extraire des nœuds du corps, voyez, hein, et que le patient il sentait pas qu'il avait un nœud, il n'est pas venu de consulter parce qu'il avait un nœud émotionnel à l'intérieur des organes,
mais il s'avère qu'il faut enlever ça comme si c'était une écharde émotionnelle. Et ça demande des techniques inhabituelles qui peuvent mettre mal le patient ou qui peuvent mettre mal le thérapeute. Donc, il y a un sacrifice à faire de son image personnelle et du regard de l'autre. Le chaman ne s'occupe pas trop d'être aimé, il ne cherche pas à être aimé ou que les gens croient en lui ou acceptent, etc. S'il a une fonction à remplir, un destin, une fonction, il accomplit cette fonction. Et parfois, c'est difficile. J'ai vu plusieurs chamans, mettons en Mongolie, et qui luttaient, que les gens étaient obligés de tenir, d'attacher, de contenir pour l'habiller, lui donner son habit de chaman, lui mettre ses bottes, son masque, son habit, etc. Parce que lui, il n'avait pas du tout envie de remplir forcément cette fonction qui est une grande responsabilité et qui consomme une très grande partie de son énergie. Donc, ce n'est pas une sinécure que d'être chaman. Donc ceci, vous voyez, c'est la présentation un peu d'un monde que, en Europe, en Occident, on verrait extrêmement un monde de bisounours, un monde assez beau, vous voyez, mais qui ne correspond pas à la réalité du poids que doit vivre le chaman, parce qu'il doit être dans sa vie impeccable. Alors, l'impeccabilité du chaman, c'est ce qui va le sauver. Toute sa vie est basée sur cette impeccabilité, c'est-à-dire éviter tout ce qui consomme de l'énergie. Donc, on a vu que le mental pouvait consommer beaucoup d'énergie avec une dualité, avec une polémique. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je m'habille comme ça? Est-ce que je change de travail? Est-ce que je change de région? Est-ce que je reste en couple? Est-ce que je change de couple? Donc, il y a toujours une polémique qui est extrêmement fatigante. Après, il y a la gestion des émotions qui sont là depuis l'enfance, depuis la naissance, qui prennent énormément d'énergie pour pas remonter à la surface. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des bouffées d'anxiété, des bouffées de colère ou des bouffées de peur toute la journée qui viennent de 10, 20, 30, 40, 50 ans en arrière. Donc il faut les bloquer, ces peurs, et tant que les gens ne vont pas les voir, ça consomme beaucoup d'énergie pour que toutes ces blessures psychiques ne remontent pas à la surface et ne pourrissent pas la vie de la personne en allant faire ses courses au supermarché. Voyez. Donc l'impeccabilité, c'est la base, c'est-à-dire comment on peut devenir sobre, la sobriété en énergie. Qu'est-ce qui nous coûte de l'énergie? Donc il peut y avoir par exemple des fonctions, des jobs, un travail qui vous régénère et qui vous nourrit, qui vous donne de l'énergie. Mais il peut y avoir un travail qui vous prend énormément d'énergie. Après, il peut y avoir des couples qui vous régénèrent et qui vous donnent de l'énergie. Bon, je sais que ce n'est pas fréquent et que ça fait partie du monde des licornes, mais imaginons que ça soit possible. Il y a beaucoup de couples aussi qui peuvent être toxiques ou vous prendre de l'énergie à l'un ou à l'autre en changeant un jour sur deux les jours pairs à l'un, les jours impairs l'autre, mais qu'il y ait une perte d'énergie, une consommation d'énergie, soit dans des désaccords au niveau émotionnel, soit dans des désaccords au niveau mental, soit même des incompatibilités physiques ou sexuelles qui se mettent en place, qui à un moment pouvaient être adéquates, et puis à un autre moment, il y a un déséquilibre, une disharmonie qui se crée. Ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, comprenez que l'impeccabilité dans la vie est quelque chose de très difficile, c'est-à-dire, pour la plupart des gens, se rendre compte de ce qui leur consomme de l'énergie, c'est déjà rarissime. Il y en a qui pensent que faire énormément de sport, c'est bon pour la santé, mais ça peut leur consommer de l'énergie et créer des atteintes, des lésions ou des blessures au niveau du corps, au niveau des articulations, des tendons, des muscles. Mais ils ne se rendent pas compte. Eux, ils ont une croyance, c'est leur croyance que de manger de telle façon, c'est bien, ou de faire du sport de telle façon, c'est bien. C'est basé sur des croyances. Mais énergétiquement, il n'est pas sûr du tout que ce soit en adéquation avec leurs besoins fondamentaux énergétiques. Et que peut-être il faut faire du sport que telle journée ou tel jour de la semaine
ou à telle heure et pas n'importe quand, alors que peut-être ils vont faire un jogging le matin ou le soir, alors que c'est peut-être pas adéquat. Donc, ça pousse, si vous voulez, le chaman à se rendre compte que rien n'est forcément juste, que tout est une question de temps et d'espace. À tel moment, telle chose peut être bonne, à tel moment, la même chose peut être néfaste. À tel moment, telle alimentation peut être bonne, à tel moment, telle alimentation peut être néfaste. Donc, vous ne pouvez pas, avec le chamanisme, vous enfermer dans une croyance que être végétarien c'est bien, ou être omnivore c'est bien, ou être vegan c'est bien, ou ne pas manger ça c'est bien, ou manger de ça c'est bien. Vous ne pouvez pas faire ça dans le chamanisme, ce n'est pas possible parce que l'impeccabilité vous montre qu'à un moment, quelque chose est très bon pour vous et à un moment, c'est pas bon pour vous. Donc vous ne pouvez pas avoir des routines. L'impeccabilité vous fait casser et enlever toutes les routines. Donc vous êtes sur le fil, si vous voulez, sur la corde raide, vous êtes comme un funambule parce que constamment vous êtes guidé par l'intention de la vie, parce que vous appelleriez peut-être l'intuition. Cette intuition, dès qu'elle est opérative, dès qu'elle se met en marche, qu'on l'utilise, ça s'appelle le senti. Donc nous, dans les formations, depuis très longtemps, on essaye de permettre aux gens d'accéder et de développer jour après jour avec confiance et avec de la joie le senti. Parce que le senti, c'est l'utilisation opérative et concrète de l'intention, de l'intuition, c'est-à-dire de ce que veulent les esprits. Alors, après, les gens peuvent s'interroger avec le mental, est-ce que c'est mon esprit? Est-ce que c'est tel esprit? Est-ce que c'est un esprit tutélaire? Est-ce que c'est un guide? Est-ce que c'est un protecteur? Le mental peut vous faire tourner comme ça en rond longtemps, mais ça sert strictement à rien parce que ça va nourrir encore une fois l'importance personnelle et l'ego. Donc l'impeccabilité est la base. Avoir une sobriété énergétique. Savoir que trop boire ou trop consommer de telles boissons est néfaste, que fumer peut être néfaste, mais que fumer peut être bon à tel moment, etc. Que prendre telle plante médecine peut être très bien à un moment, mais néfaste à un autre moment, et qu'il faut l'accord de la plante médecine, c'est-à-dire que le tabac ou la plante médecine, dans votre senti, dans votre perception globale ou chakrique d'un chakra, vous informe que oui, c'est harmonieux, c'est adéquat, c'est équilibré, et ça fait partie de votre impeccabilité. Sans ça, vous pouvez faire les choses, l'être humain adore s'appuyer sur des habitudes et des routines qui enlèvent son champ de conscience, c'est-à-dire la conscience va être émoussée petit à petit. Donc la conscience est importante parce qu'elle permet de réajuster dans sa vie tout ce qui pourrait être de l'abus d'ego, de l'abus d'importance personnelle, d'être conscient qu'on veut toujours avoir raison ou de conscient que nos opinions sont meilleures que les autres. On peut avoir conscience des choses. Après, il faut pouvoir les modifier et les changer. La conscience, elle, n'est pas forcément opérative. Elle est là présente, elle est comme suspendue, c'est comme le chêne en médecine chinoise, c'est un instant créateur qui est là, mais la personne avec ça peut avoir conscience qu'elle fume trop et continuer à fumer, ou conscience qu'elle a un boulot qui ne lui plaît pas et continuer ce boulot-là. Vous voyez, la conscience, elle ne va pas forcément être suffisamment concrète pour changer. Il faut que la personne puisse utiliser sa volonté. Après, on verra dans la prochaine conférence, si vous voulez, qui aura lieu le samedi 29 octobre à 19h, et que vous pourrez avoir pareil sur Calendly, que vous pourrez vous inscrire dès quelques jours, dans quelques jours, vous pourrez avoir le lien qui sera opératif. On essaiera d'étudier la prochaine fois dans les pratiques chamaniques les rituels, parce que
il y a beaucoup de gens qui se demandent comment établir une reliance avec les entités, comment faire, savoir que pour certains, il y a certaines reliances qui vont marcher très bien, qui sont en rapport avec eux, avec leur énergie, avec leur taux vibratoire, alors que d'autres, c'est d'autres types de reliances qui vont agir. Par exemple, dans le chamanisme, les femmes chamanes ou les sorcières, les brujas, eh ben, peuvent être liées à un vent spécifique. Un vent du nord, un vent du sud, un vent d'est, un vent d'ouest, etc., etc. Donc, la personne, elle ne peut pas le savoir au départ. Elle doit en fait le percevoir. C'est la perception de son senti qui lui permettra de savoir à quel vent elle est liée et donc dans quelle direction elle doit faire ses rituels. Donc, tout ça, c'est ce qu'on va essayer de voir fin octobre pour ceux qui seront encore là. Et puis, ces conférences vont être filmées et les vidéos, dans quelque temps, seront disponibles, le temps de faire le montage, etc., etc. Et que grâce à Fanny, on ait la possibilité d'avoir ces vidéos et qu'elles soient en vente pour les gens qui n'auront pas pu assister à la conférence ou n'étant pas inscrits à la conférence et qui ne peuvent pas avoir le replay. Ceux qui sont inscrits à la conférence peuvent avoir le replay pendant 10 jours à peu près et ils l'auront peut-être d'ici une journée ou deux, ils auront leur replay, ce qui leur permettra de pouvoir voir cette conférence, mais ne pourront pas poser, par le chat, ne pourront pas poser des questions lumineuses. Est-ce qu'on a déjà reçu une question dans le chat? Bien, donc les gens se comportent pendant la conférence comme dans les stages. C'est bien qu'il y ait cette uniformité, vous voyez, de silence et de crainte de poser peut-être la mauvaise question et que l'ego reçoive comme une petite tape. Après, quand j'emploie le terme de sorcière, si vous voulez, il y a des peuples comme les Yaquis qui n'aiment pas trop parler de chamanisme. Parce que pour eux, il y a une connotation, mais ça fait partie de leur tradition et de ce qu'ils ont vécu avec l'Église catholique. Donc, ils n'aiment pas trop parler de chamanisme. Alors que le terme de chamanisme, en Russie, en Sibérie, en Mongolie, est un terme qui est habituel, même en Australie. Donc, c'est vrai que eux parlent de techniques de sorcellerie. Mais dans sorcellerie, il n'y a pas la connotation que nous, par contre, on a ici en Europe, où la sorcellerie était vraiment très mal vue parce qu'elle essayait de faire des rituels avec des forces, assez sombres ou négatives et qu'il était difficile de s'en dépêtrer après. Donc, il n'y a pas énormément de différence parce que les sorcières adorent travailler avec l'invisible et elles sont obligées, si vous voulez, de s'exclure du monde. En fait, elles ont été exclues par les différentes sociétés qui avaient peur d'elles, qui ne les comprenaient pas, et donc elles se sont exclues du monde. Donc ça, c'est un principe qu'on retrouve pas mal dans le chamanisme, qu'on pourra peut-être aborder en même temps la prochaine fois. C'est-à-dire, c'est un principe qui dit que pour faire certains sacrifices, il faut avoir des temps de solitude, pour avoir de la contemplation, pour pouvoir arrêter le mental ou suspendre le mental, ou avoir un temps pour dialoguer avec ce qui nous entoure, les animaux, les plantes, etc., l'environnement. Il faut de la solitude, il faut un temps que d'habitude, les gens qui courent toute la journée du matin au soir ne peuvent pas avoir. Donc,
Ça, c'est ce qu'on retrouve en général dans le chamanisme. Les sorcières vivaient à l'écart de la société ou du village, et les chamans vivent très souvent à l'écart parce qu'ils ont besoin de tranquillité, de solitude, de paix intérieure, de recueillement, etc., etc. Les taoïstes le vivaient. Donc, il y avait des gens qui vivaient dans la montagne, chez les taoïstes. On appelait ça les hommes des montagnes, hein. Shen-Shan, les hommes des montagnes, donc qui vivaient dans la montagne. Et puis, il y avait ceux qui vivaient dans le désert, donc par exemple en Afrique ou ailleurs, il y avait des gens qui vivaient dans les déserts. Après, il y a d'autres chamans qui vivaient dans des grottes, voyez, ou d'autres qui se construisaient des abris ou des cabanes loin de tout dans la forêt, et qui vivaient avec ce qu'ils voyaient, qui était invisible pour tout le monde, mais qui était un monde d'énergie et d'entité, le monde des ondines, des elfes, etc., etc., des gnomes, qui vivaient avec eux. Et ils établissaient par le 4e chakra une relation avec ce monde de l'invisible. Mais le 4e chakra, il demande pour ça, pour être réceptif à ce monde invisible, il demande de lâcher l'attachement. Oui, l'attachement, c'est l'émotionnel lié au 3e chakra, à l'ego. Vous êtes attaché à votre travail, attaché à vos enfants, attaché à votre couple, attaché à la ville, attaché à la famille, attaché aux ancêtres, attaché à la religion, attaché à plein de choses. Tant qu'il y a de l'attachement, il y a forcément pas d'amour. La mesure d'aimer est d'aimer sans mesure. Donc, il n'y a pas de possibilité avec l'attachement. Tant qu'il y a des fibres émotionnelles entre vous et quelqu'un, et que vous avez gardé ces fibres-là et que vous ne les avez pas vidées par des techniques comme la récapitulation, eh ben, ces fibres-là utilisent une grande partie de votre énergie et la transmettent à quelqu'un, la personne qui est liée à cette fibre, et vous recevez une partie de l'énergie de cette personne par cette fibre. Donc il y a un échange plus ou moins pur, ou plus ou moins trouble, plus ou moins toxique entre chaque personne que vous avez rencontrée depuis votre naissance et toutes les fibres qui vous lient à ces gens-là et qui ont un contenu émotionnel. Évidemment, comme ce n'est pas du monde du visible, les gens n'y croient pas, ce qui est normal. Maintenant, ils ont raison de ne pas croire aux virus parce qu'ils ne les ont pas vus. Ils ont raison de ne pas croire aux extraterrestres parce qu'ils ne les ont pas vus. Ils ont raison de ne pas croire à l'atome parce qu'ils ne l'ont pas vu. Donc après, ils ne voient pas les ondes radio qui sont dans cette pièce, donc ils ne croient pas à la radio et à la musique non plus qu'on peut capter dans un poste. Parce que tout ce qui n'est pas vu, les gens ne peuvent pas y croire. Donc ne pas croire aux elfes, ne pas croire aux gnomes, ne pas croire aux lutins, c'est comme quelqu'un qui dirait bon, je ne crois pas à la radio, qu'il est possible d'écouter de la musique dans cette pièce, j'entends rien. Voyez? Bon, parce que c'est pas visible. Donc, comprenez bien que c'est un peu ridicule cette façon-là. Donc, pour rendre les gens un peu plus perméables, c'est vrai que les chamans ont des trucs. Les chamans, on peut difficilement leur faire confiance, ils ont des trucs à eux, donc ils peuvent vous faire ingérer des boissons, des plantes médecines qui vont ouvrir des portes à l'intérieur de vous, des portes sur vos mémoires enfouies dans votre psyché et qui prennent de la place et qui vous limitent, qui vous empêchent d'avoir tout votre potentiel de vie. Donc la libération de ces mémoires qu'on peut rencontrer grâce à ces substances, eh ben, pour un chaman, ça peut être une aide. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une nécessité, mais pour certaines personnes qui sont vraiment, vraiment très liées au tonal, il est bien de leur montrer pendant quelques minutes qu'il existe un autre monde. Et donc, dans tous les pays, il y a l'utilisation de plantes que vous connaissez, dont vous avez entendu parler, que ce soit l'iboga, l'ayahuasca, le peyote, les psilocybes, etc., la datura, les champignons, la manite tumouche et tout. Il y a plein de plantes qui existent un peu partout, qui permettent de
passer dans la seconde attention, c'est-à-dire de passer dans l'état du nagual, d'avoir une vision du nagual, d'ouvrir des portes dans le nagual, dans l'invisible, dans ce qu'on appelle la seconde attention ou le second anneau du pouvoir, de voir qu'il existe dans le même temps que nous, au même moment, au même instant et dans le même lieu, il existe plusieurs mondes qui sont les uns à côté des autres et qu'ils sont interpénétrables, sauf tant que le mental et la rigidité du mental et les peurs du mental l'interdisent. Donc là, pour protéger la personne et pas qu'elle devienne folle, si vous voulez, on ne lui permet pas d'avoir une incursion dans ce monde de l'invisible. Et donc, certaines plantes, dans certaines civilisations, permettent ça. Maintenant, être lié à ces plantes et ne pas pouvoir s'empêcher de les prendre, c'est comme ne pas s'empêcher de fumer ou ne pas pouvoir s'empêcher de prendre du sucre, etc. Ça ne crée pas de l'impeccabilité parce que ça crée de la dépendance. À la base, si vous voulez, ce qui a poussé les premières personnes à aller dans le chamanisme, c'est qu'ils ont eu des visions, certainement, ils ont eu des ouvertures, mais chez eux, il y avait une envie énorme, monstrueuse de liberté. Et donc de ne pas être libre de son mental, de ne pas être libre et d'être obligé de penser au passé, de penser à l'avenir, de ne pas être dans le présent, d'être toujours tracassé par un flot de pensée, ça les rend dépendants et ils n'étaient pas libres. Eux, ils voulaient être libres, libres de l'émotionnel, libres du mental, libres au niveau du physique, libres de passer dans un lieu, libres de voyager dans un autre lieu, libres de passer par le rêve et d'utiliser le rêve pour se déplacer, déplacer leur corps de rêve, c'est-à-dire une partie de ce qui est dans l'œuf énergétique, une partie de ce qui compose l'individu, qui serait, si vous voulez, comme un double de l'individu dans son œuf énergétique, ça serait le corps de rêveur, le corps de rêve. Et ce corps de rêve, par des exercices de volonté, on peut transformer les rêves normaux, les rêves habituels qu'on a, dans des rêves qui utilisent la volonté pour conduire le corps de rêve où on veut. Ça consomme énormément d'énergie. Il y a un énorme besoin d'énergie. C'est un grand défi de pouvoir faire ça parce qu'il faut s'entraîner tous les jours pendant des années pour qu'on puisse demander au corps de rêve de visiter un lieu ou de rejoindre une autre personne dans un lieu pendant la nuit, etc., en voyageant avec le corps de rêve. Ça, c'est des techniques qui sont poussées et qui sont plus faciles d'accès pour les femmes que pour les hommes. On va prendre une petite pause pour que vous ayez le temps Je vois qu'il y a déjà des questions sur le chat. C'est bien des questions sur l'Intento. Je vous laisse un moment de réflexion. Bien. Donc, il y avait une question sur l'intention.
pour nettoyer le karma ou l'évolution vers le 4e chakra. Si vous voulez, ça c'est un des bienfaits du chamanisme. C'est-à-dire, imaginez quelqu'un qui ne veut pas du tout devenir chaman et qui ne se sent pas du tout d'utiliser forcément toutes les rituels et les pratiques chamaniques. Ça se comprend si la personne vient de monter ou d'ouvrir son cabinet de kiné ou de podologue ou de psychanalyste, n'a peut-être pas forcément envie de passer dans le chamanisme tout de suite et n'a peut-être pas le temps, avec sa vie professionnelle et sa vie de famille, de pouvoir utiliser toutes les techniques et les nécessités et les impératifs du chamanisme. Mais l'avantage du chamanisme, c'est que si la personne comprend comment fonctionnent les chamans, sans vouloir devenir chaman, elle va comprendre que il y a un chemin est tout tracé depuis des millénaires, dans toutes les traditions, pour montrer comment un être humain pourrait évoluer. Donc aller vers le 4e chakra, c'est déjà quelqu'un qui se rend compte que son importance personnelle va lui coûter beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Elle va se rendre compte aussi que d'avoir toujours raison, de vouloir toujours que son opinion prime sur celle des autres, ça va parfois créer des clashs ou des discordes. Voyez, de toujours vivre de la jalousie par rapport à ce qu'ont les autres et ce qu'elle n'a pas, toutes ces frustrations. Au bout d'un moment, comme disait Gurdjieff, la personne se vomit elle-même, elle n'en peut plus de fonctionner de cette façon-là et d'être enfermée dans un petit moi, dans un ego qui constamment jalouse les autres, envie les autres et est frustré de ne pas avoir ceci, de ne pas avoir cela et d'avoir un mental qui compare, qui est comparatif. Les autres sont comme ça, nous on est comme ça, les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça, dans tel pays c'est comme ça, nous dans tel pays. D'être dans toujours cette comparaison et qui crée constamment un diabolo, un dialogue, un diable intérieur qui consomme énormément d'énergie. Donc, rien que de comprendre comment les gens sont devenus chamans, par quoi ils sont passés, rien que ça peut aider à aller vers le 4e chakra. Après, dans le 4e chakra, on sait ce qui marche le mieux, c'est-à-dire, on l'a dit, qu'il n'y ait pas trop d'attachement. Arrêter l'attachement, arrêter de se sentir important pour soi-même ou au regard des autres, donc l'importance personnelle. Et puis la notion de service, c'est-à-dire de faire passer l'autre avant soi, de voir ce qui pourrait être irrespectueux pour quelqu'un, ce qui pourrait être dérangeant pour quelqu'un, ou qu'est-ce qui pourrait faciliter ou améliorer la vie de quelqu'un sans qu'il le sache forcément. C'est-à-dire cette notion de service, se mettre au service sans qu'on le demande, sans que ce soit demandé, de se mettre au service du karma ou du destin d'une personne ou d'une cause. Ça ouvre énormément le 4e chakra. Après avoir des grands moments de contemplation, de réceptivité, de douceur, installer de la sensualité du féminin dans les actes de sa vie, quand la personne, elle fait le ménage, quand la personne, elle conduit, quand la personne, elle s'occupe de quelqu'un, quand la personne, elle est avec ses enfants, etc. De mettre constamment de la douceur et de la patience. Le 4e chakra, autant le 3e chakra et l'ego est très impatient et impulsif d'obtenir ce qu'il veut, il le veut tout de suite. Autant dans le 4e chakra, vous pouvez rentrer dans un monastère et attendre la paix et la sérénité pendant 30 ans. Donc, il n'y a pas d'impatience dans le 4e chakra, puisque les choses arrivent en fonction de ce que le plan attend de vous. Et ce plan est aussi bien lié à l'âme, qu'est-ce que l'âme attend de vous, pourquoi vous êtes venu sur Terre, ou que ce soit l'âme, ou que ce soit votre esprit, ou que ce soit un esprit, ou que ce soit ceux qui tissent
le karma des gens, les maîtres du karma, les karma loka, les shulamadae, les karma loka, tous ceux qui créent le karma et qui font que les gens se rencontrent, ou que les gens se séparent, ou que les gens changent de lieu, etc., etc., ou qu'il vous arrive ceci dans votre vie ou cela. Donc, il y a un plan qui est derrière ceci. Donc, il n'y a que la croyance dans le libre arbitre qui peut vous faire croire que ça n'existe pas. Mais sans ça, vous pouvez décider de partir en vacances et de ne pas pouvoir parce que il y a une pandémie. Vous voyez, donc votre libre arbitre, il va être vite arrêté. Ou vous avez un commerce et il doit fermer parce qu'il y a la pandémie ou parce que vous êtes malade. Donc, vous voyez, votre libre arbitre, il est vite arrêté. Ou vous vouliez vivre une bonne vieillesse et vous faites un infarctus, vous voyez, ou un AVC. Donc, votre libre arbitre ne peut pas contrôler vos pensées. Ce que vous allez penser cette nuit, vous ne pouvez pas le contrôler. Pas contrôler ce qui se passe dans votre corps physique et pourquoi vous avez des douleurs un jour et pas l'autre. Et puis, ne pas pouvoir contrôler vos réactions émotionnelles en fonction de ce qui va se passer autour de vous. Donc, le libre arbitre est un magnifique leurre inventé par le mental menteur pour faire croire que vous prenez les choses en main. Moi, dans voyageant, je ne savais pas que j'allais rencontrer forcément tel maître tibétain ou tel guérisseur ou tel chaman et qui déciderait de me transmettre des capacités, des aptitudes ou des pouvoirs. Je ne le savais pas du tout. Moi, ma vie n'était pas organisée comme ça dès le départ. Je travaillais dans un cabinet et je n'avais pas de notion de ce qui pouvait se faire ailleurs et ce n'était pas mon objectif de vie. Donc, la vie vient vous chercher, elle doit sentir quelque part qu'il y a une possibilité, un potentiel en vous et que est-ce que vous allez utiliser ce potentiel, nourrir ce potentiel et mettre en marche ce potentiel avec vos perceptions et avec votre volonté et avec le sentiment, etc., etc. Donc la vie le sent. Vous pouvez toujours dire non et rester dans la vie que vous avez qui vous convient. Soit la vie va venir toquer une fois ou deux, soit elle va toquer un petit peu fort en faisant des petits problèmes peut-être pour vous réveiller ou attirer votre attention, soit elle va laisser passer et elle y créera une opportunité pour quelqu'un d'autre. Donc, l'avantage de s'intéresser au chamanisme, c'est qu'on a les moyens, on a tout le protocole et les moyens de ce qu'il faudrait mettre en place pour augmenter son taux vibratoire, aller vers plus de paix intérieure, le 4e chakra, aller vers plus d'ouverture dans le monde et que le monde, on puisse l'accueillir à l'intérieur de nous par le 4e chakra, donc ce qui veut dire par le sang, par le cœur, par le sang, que soit véhiculé à l'intérieur de nous comme quelque chose d'orgasmique. Voyez, donc, si vous voulez, dans le chaman s'aperçoit que la vie est amoureuse de lui. Voilà. Il est amoureux de la vie, mais la vie est amoureuse de lui, et il répond à ça. Comme vous pouvez répondre à un moment où vous êtes amoureux et vous essayez de tout faire pour le bien-être de la personne et vice-versa, et réciproquement. Mais là, avec la vie, c'est ce qui se passe. Alors après, peut-être des gens focalisent ça sur un symbole ou une image qu'ils vont appeler Jésus-Christ ou Mahomet ou Allah ou Bouddha, etc. Ils peuvent faire ça et essayer de... C'est une limitation, mais peut-être pour eux, c'est très intéressant de commencer par ce stade-là. Est-ce qu'on a une autre question? Donc, l'intento, elle vient pas de vous. Il ne faut pas penser que c'est une intention qui émane de vous. Une intention qui émane de vous, vous pouvez essayer de nettoyer votre karma, mais quelle partie du karma vous devez nettoyer? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est votre enfance? Est-ce que c'est votre part masculine, votre part féminine? Quelle est la part de vous-même qui consomme de l'énergie? Tant qu'il n'y a pas cette conscience de l'impeccabilité, vous ne pouvez pas savoir ce qui est consommateur d'énergie en vous.
Donc, quelle est votre part de karma qui est la plus lourde? Le karma, c'est quelque chose qui vous alourdit. C'est un sac à dos avec des cailloux. Donc, vous avancez moins vite et plus difficilement avec un sac à dos plein de cailloux. Mais il faut savoir que d'abord, vous avez un sac à dos. Et puis après, il faut savoir quel caillou enlever en premier. Et donc, c'est très difficile de décider personnellement par une intention à vous, une volonté à vous, de nettoyer votre karma. Après, il y a des consignes dans toutes les religions qui sont basées à l'origine, il y a des milliers d'années avant, sur le chamanisme, vont, si vous voulez, donner des conseils sur vous faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça, on vous déconseille ceci, parce que c'est consommateur d'énergie. Si vous convoitez la femme de l'autre, eh bien évidemment, ça va créer de l'émotionnel, de la frustration, des tensions, etc. Et ça va consommer de l'énergie. Tuer quelqu'un de la même façon, c'est-à-dire dès que vous n'observez pas toutes les lois de la Torah ou les lois bibliques, etc., etc., ou le chemin qui donne de la souffrance dans le bouddhisme, voyez, eh ben évidemment, c'est tout ce qui consomme de l'énergie. Donc, c'est bien que les religions aient repris ce principe-là. Mais c'est très dogmatique, si vous voulez, et ça peut être limitant et enfermant pour les gens. Parce que peut-être c'est la consommation d'orange qui leur prend le plus d'énergie et que c'est pas parce qu'ils ont tué quelqu'un ou parce qu'ils ont des problèmes de couple, mais c'est parce qu'ils ont trop de trajets pour aller travailler tous les jours qui leur consomment de l'énergie. Ou parce qu'ils pensent à quelqu'un qui est décédé toute la journée qui leur consomme de l'énergie. Donc, il faut savoir quelle partie du karma nettoyer. Donc, c'est difficile. Donc, l'intento dont on parle, c'est une intention qui émane de la vie elle-même et qui va vers vous et que vous devez être réceptif à cet intento, cette intention de la vie. Qu'est-ce que votre âme ou l'intento ou l'esprit demande? Qu'est-ce qu'il veut? Mais si vous n'avez pas un organe pour recevoir ça, une réceptivité qu'on appelle un chakra, le quatrième chakra, si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas le poste de radio, comment vous allez pouvoir tourner le bouton et avoir la musique que vous voulez? Vous voulez du classique, mais vous n'avez pas le poste de radio. Ou vous avez un poste de radio, mais vous ne savez pas que c'est un poste de radio. Il a toujours été là, mais vous ne savez pas comment il fonctionne ce poste de radio. Vous ne savez pas où est le bouton on-off, comment l'allumer, comment mettre en marche, comment tourner le bouton pour avoir la bonne fréquence, pour avoir la musique que vous aimez. Donc les chakras, ils sont là, mais les gens ne savent pas comment s'en servir parce que dans l'être humain, il y a énormément de potentiel secret et caché. Il y a des méridiens secrets et cachés qui vont du cœur vers tous les organes, etc., etc. Il y a de la télépathie chez l'être humain, il y a de la précognition, il y a de la capacité de percevoir et de sentir beaucoup de choses autour de soi ou de les voir, mais ça n'a pas été travaillé. C'est-à-dire que si vous ne creusez pas suffisamment votre terrain, il ne va pas fructifier. Votre terrain ne va rien donner. Si vous le laissez en tant que terrain et que vous ne savez pas qu'en faisant ceci, vous pourrez avoir récolté des légumes ou des fruits, et ben votre terrain il reste là. Les chakras, c'est ça, c'est-à-dire, c'est des lieux, on appelle ça des nerikas, on appelle ça des lieux interdimensionnels qui sont au-delà du passé et du futur, qui peuvent conduire vers d'autres mondes, mais nulle part c'est enseigné, ni à la primaire, ni en secondaire, ni à l'université, ni en médecine, ni en psychologie. Il est dit comment ouvrir, utiliser les chakras. Donc, c'est là, c'est un potentiel qui n'est pas utilisable pour l'être humain. Parce qu'en plus, comme je vous l'ai dit, il faut mettre en place tellement de choses dans sa vie, faire tellement de sacrifices qui consomment de l'énergie, il faut mettre en place tellement de choses et changer tellement d'habitudes ou de comportements que peu de gens peuvent, si vous voulez, avoir la force de relever ce défi que demande le chamanisme. Je vais voir s'il y a une autre question. Donc, ça c'est une question sur le corps de rêve.
Le corps de rêve, si vous voulez, tout cet aspect de l'art de rêver, il y a des sorcières, il y a des chamans qui passent leur vie avec ça. Il y a des chamans qui sont connus en Amérique du Sud pour ne faire que rester dans un hamac et rêver et changer les choses en restant dans un hamac. Donc, le corps de rêve, comment le travailler, c'est difficile. Après, il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils ont un choc, lors d'un choc physique ou psychique, il est possible qu'il y ait un décollement du corps de rêve. Le corps de rêve peut légèrement bouger pendant la nuit. Dans un certain domaine, il peut aller visiter certains domaines, ce qui vous donne la capacité de rêver ou de revoir des endroits que vous connaissez ou de trouver des endroits que vous ne connaissez pas, etc. Mais sa capacité à s'éloigner du corps physique est assez limitée. Si vous voulez, dans l'œuf énergétique, le déplacement est assez limité. Si vraiment il y avait dû un choc physique très important, type un accident de voiture, ou s'il y avait un choc psychique très 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 important, il peut complètement se décoller et sortir de votre œuf. Là, c'est du coma. Là, vous êtes dans le coma. C'est-à-dire que là, il n'y a plus la conscience que vous pouvez avoir dans le rêve que il se passe ceci, il se passe cela. Vous pouvez décrire le rêve en vous réveillant, vous pouvez le noter, ou vous pouvez retourner dans un rêve que vous avez déjà fait. Vous avez une part de conscience assez limitée, mais une part de conscience qui est consciente de ce qui se passe dans le rêve, dans votre corps de rêve, et qui peut le retrouver. Mais là, la conscience, si vous voulez, s'il y a un éloignement trop important du corps de rêve, il y a un décollement qui fait que la personne ne peut pas revenir dans son œuf énergétique et dans son corps physique. Là, c'est tout un travail que certains chamans emploient, d'où l'utilisation du tambour, par exemple, parce qu'ils ont le moyen de voyager, eux, dans l'astral, parce que ça fait partie de leur vie, et d'aller dans l'astral pour essayer de retrouver la part manquante de la personne. On va dire la part de son âme, la part de son corps de rêve, et la ramener. Avec le tambour et le son du tambour qui les guide, ils peuvent voyager et retrouver le chemin de retour pour revenir et ramener parfois, peut-être pas toujours, l'âme de la personne à l'intérieur du corps. C'est possible. Donc, il est possible que des fois, le voyage du corps de rêve présente des dangers. C'est-à-dire, toutes les techniques chamaniques présentent des dangers. Quand vous devez prendre des plantes qui ont la yosiamine, la mescaline, la scopolamine, la psilocybe, toutes ces plantes qui contiennent des substances sont très dangereuses et toxiques. Donc, le chaman, lui, il a l'habitude, il sait à chaque personne combien il va falloir donner de grammes de cette substance en fonction de son corps énergétique. Mais de décider de prendre ça comme les gens prennent du café, voyez, ou un chocolat chaud, à mon avis, ils ouvrent des portes qui ne sont pas sûrs de refermer dans le chamanisme. Si vous ouvrez une porte, il faut savoir pouvoir le refermer. Donc l'utilisation du tambour sert pour, même au Tibet, ils utilisent des petits tambours, en Amérique du Nord, ils utilisent des tambours, en Mongolie, ils utilisent des tambours, en Russie, ils utilisent des tambours. Donc c'est un instrument, ça et la guimbarde sont utilisés aussi pour ceux qui voyagent beaucoup et qui ne peuvent pas transporter le tambour. Ils utilisent la guimbarde pour faire venir leur esprit, mais vous pouvez utiliser le tambour. Après, le danger du tambour. Voilà, évidemment, toute chose dans le chamanisme a des bienfaits et a des dangers. Ben, c'est très simple. Le tambour, il a servi à appeler des esprits pendant des millénaires par des chamans dans le monde entier. Donc, le son du tambour déjà appelle des esprits. Quand on est initié par un chaman qui utilise le tambour, quand on est initié à l'utilisation du tambour, il vous montre que tant que vous ne pouvez pas recevoir votre esprit ou votre esprit protecteur ou votre esprit en jouant du tambour,
vous ne pouvez pas jouer du tambour parce que vous allez appeler des esprits qui ne sont pas forcément bons, qui peuvent être taquins, ce qu'on appelle des coueils, des petits démons, des petits esprits farceurs, ou des esprits qui veulent rentrer à l'intérieur de vous et vous pousser à faire des choses comme boire, fumer ou faire des trucs dangereux, etc., etc., qui veulent abuser de votre énergie. Et ça va à l'encontre de l'impeccabilité. Donc, le tambour, lui, il est fait pour appeler les esprits. Mais vous devriez utiliser le tambour pour appeler votre esprit protecteur. Quand votre tambour est accordé et que vous êtes accordé en jouant du tambour avec votre esprit, à ce moment-là, oui, vous pouvez vous en servir pour appeler les esprits et avoir des renseignements ou créer des soins ou des guérisons avec le tambour, comme c'est fait dans certains pays. Mais tant que vous n'êtes pas accordé avec votre tambour et que vous appelez n'importe qui, c'est comme si vous allez sur Internet et vous chattez avec n'importe qui dans un réseau pédophile. Vous pouvez tomber sur n'importe quoi qui peut être dangereux. Ben là, c'est pareil, vous êtes en communication avec l'invisible. Et sur des réseaux Internet, il y a des pseudos, vous ne savez pas qui est la personne vraiment. Hein? Elle peut se faire passer pour un enfant alors que ce n'est pas un enfant. Donc, avec le tambour, c'est pareil. Vous allez appeler des esprits, mais vous ne savez pas quel type d'esprit va venir. Il y a l'esprit des morts aussi qui sont là. Est-ce qu'il y a besoin d'appeler sur soi l'esprit des morts, etc. Le chaman qui, lui, est protégé par son esprit en jouant du tambour, peut contacter l'esprit des morts d'une famille pour savoir ce qui s'est passé dans la famille et si la pathologie de la personne serait liée à quelque chose qui n'a pas été terminé ou bien vécu dans la vie de ses ancêtres. Vous voyez la différence. Donc le tambour, c'est bien, c'est dangereux. Les plantes médecines, c'est bien, c'est dangereux. Parce que tout dépend de ce qui vous convient. Et sans le senti, sans travailler avec l'intento de la vie, on ne peut pas savoir ce qui est vraiment ajusté pour chaque personne. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, on va prendre cette dernière question. Est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises sorcières ? Évidemment, s'il y a des bons et des mauvais garagistes, s'il y a des bons et des mauvais avocats, s'il y a des bons et des mauvais boulangers, s'il y a des bons et des mauvais bouchers, si vous voulez, comment serait possible que dans un domaine de l'humain, il y ait que du bon ou que du mauvais ? C'est pas possible. Dans le domaine où les êtres humains, plus ils fonctionnent avec l'importance personnelle, l'ego, et qu'ils en tirent un bénéfice, plus c'est de la magie noire. Voilà, la différence est très 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 simple, c'est toujours la même chose. Tant que les gens travaillent avec le troisième chakra et que ça nourrit l'ego et qu'ils ont une importance personnelle qui est grandie par ce qu'ils font et qu'ils ont un besoin de le faire pour récupérer de l'énergie et qu'ils ont un retour très positif pour eux, si vous voulez, ben, ça fait partie de la magie noire et des sorcières qui font la magie noire. Voyez ? Donc, elles vont pouvoir agir sur quelqu'un sans l'autorisation, alors que si c'est des sorcières qui font la magie blanche, elles ne peuvent pas agir sur quelqu'un. Un chaman ne peut pas agir sur quelqu'un sans l'autorisation de cette personne. Voyez ? Donc, si elle le fait à l'insu de la personne, eh ben, vous êtes sûr que ça, c'est de la magie noire et qu'elle en tire un bénéfice personnel et même de l'argent. Donc la différence, elle est très simple. Quelle est l'intention ? Si l'intention, elle vient de vous, c'est déjà pas clair. Si l'intention, elle vient de la vie, qu'on vous fait une demande venant de la vie et que vous n'avez aucun intérêt à le faire ou pas le faire, que vous n'êtes pas concerné, à ce moment-là, vous pouvez faire ou ne pas faire. C'est le senti dans votre quatrième chakra qui indique oui si c'est juste ou si c'est pas juste. Mais c'est pas personnel. Ça n'a rien à voir avec ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas, ou ce que vous avez envie ou pas envie. Ça, c'est le monde de l'ego et du troisième chakra. Et donc, vous voyez bien que si des gens ont envie d'aller dans un autre pays et d'accaparer un autre pays, ben, ils envahissent un pays
en disant que c'est à eux depuis toujours, etc. Vous voyez bien que l'ego d'un pays ou l'ego de personne peut décider au niveau du temps et de l'espace qu'un espace est à eux et que ça leur appartient, etc., de façon totalement injuste. Pourquoi? Parce que l'ego veut accaparer, posséder et contrôler ce qui n'est même pas lui, vous voyez. Donc, je vous propose de finir en faisant un léger exercice. Là, dans cette conférence, on est tous éloignés, vous voyez, les uns des autres. On n'est pas dans le même espace, dans le même lieu, mais on est dans le même temps. C'est-à-dire que vous regardez la conférence au même moment que je fais la conférence. Donc, on est dans le même temps, mais on n'est pas dans le même espace. On peut créer, si vous voulez, un temps et un espace en étant dans le corps tous ensemble. C'est-à-dire si tous ensemble vous vous trouvez au niveau cardiaque, eh ben, on crée un espace commun. Et là, vous voyez que dans le temps, on est reliés tous ensemble, mais que dans l'espace, mettons, du mètre du cœur ou l'espace du cœur, on est reliés dans le temps. Donc il suffit que tous vous vous mettiez la sensation dans cet espace-là et que vous laissiez, en respirant et en étant conscient de cet espace, laisser monter ce qui vient, accueillir ce qui vient. Est-ce que c'est quelque chose de récent? Est-ce que c'est quelque chose d'ancien? Laissez venir. Est-ce qu'il y a du chagrin? Est-ce qu'il y a de la tristesse? Est-ce qu'il y a de la déception? Est-ce qu'il y a de la tromperie? Laissez monter, voilà, laissez monter à la surface. Vous voyez le métakoyoyasine, c'est-à-dire qu'on peut être tous reliés dans le temps, au même moment, et tous dans le même espace. Ça crée une purification. C'est un exercice que vous pouvez faire tous les jours, plusieurs fois dans la journée. Prendre un temps pour purifier ce lieu, pour purifier l'intention, la communication, avec l'intention qu'elle puisse être purifiée. Merci à vous. Donc, prochaine conférence le 29 octobre à 19h. Et là, vous pouvez envoyer des mails ou vous pouvez envoyer sur Facebook ou sur des mails les demandes des thèmes que vous aimeriez voir par rapport aux rituels et aux pratiques chamaniques. Et bientôt, on va essayer de mettre en place des stages qui seraient en ligne pendant 2-3 heures, où il y aurait une interaction avec vous, avec ceux qui seraient connectés, qui seraient inscrits, et on pourrait faire des questions, des réponses sur des thèmes particuliers, par exemple sur votre thème, sur les relations entre votre thème astral et vos chakras, et tout ce qui est inscrit dans le thème astral qui décrit ce qui se passe dans chacun de vos chakras, et en même temps de vous aider par rapport à certaines planètes, certaines notions, soit Chiron, soit Lilith, tout ce qui pose souvent problème de compréhension pour prendre sa vie en main et utiliser tout son potentiel au niveau de son thème et de ses planètes. Bonne soirée à vous tous.